région de Dakar, M. Bottari, que nous retrouverons avant la fin de cette édition. Plus de 23 milliards de francs CFA ont été investis par l'État du Sénégal pour la construction et l'équipement de blocs scientifiques. C'est le ministre de l'Éducation qui l'a annoncé. C'était à l'occasion de l'inauguration du bloc scientifique et technologique de Kaffrine. Serigne Mbaye Thiam a effectué une tournée dans le Ndoukoumane. Il a également visité beaucoup de réalisations de l'État. Massamba Thiane. Mbirkilan, première étape de la visite. Un accueil chaleureux et coloré. Acte 1, l'exécution de l'hymne national avec une manière originale. Dans la cour de l'établissement, cet imposant bâtiment construit par le conseil départemental. Ce bâtiment-là, c'est un sacrifice, monsieur le ministre, je dois l'avouer. D'abord, lors de notre vote du budget, j'ai renoncé à tous mes avantages financiers pour pouvoir faire ce bâtiment-là qui nous a coûté environ 50 millions. Les élèves et les professeurs des disciplines scientifiques sont unanimes. Cette réalisation a permis de réduire considérablement la valse des élèves entre plusieurs sites. Nous comptons 1207 élèves, 22 classes pédagogiques pour 19 salles physiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors peu de classes tournent. Lycée Babacar Kobar Ndaou dans la commune de Kaffrine, deuxième étape de la visite. Sous le charme de l'environnement scolaire que nous offre ce bois d'école. J'ai dit chaque fois que je verrai un espace vert, je clôturerai et je mettrai les moyens pour les encadrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons cet espace. À Kaffrine, le centre régional de formation des personnels de l'éducation. Un joyau qui a coûté plus de 928 millions de francs CFA au service des enseignants. Le point d'orgue de la visite du ministre de l'Éducation nationale aura été sans doute l'inauguration du bloc scientifique et technologique de Kaffrine. Un vrai bijou pour le Ndoukoumane, construit et équipé à hauteur de 385 millions de francs CFA. Nous vous remercions de nous avoir construit un si beau joyau, avec un équipement très moderne. Nous prenons l'engagement de bien travailler pour améliorer nos performances en mathématiques et dans les disciplines scientifiques. En 2012, il n'existait dans notre pays que 8 blocs scientifiques et technologiques. Dans le cadre du paquet mis en œuvre par le président Macky Sall, notre pays a construit 20 autres blocs scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, toutes les régions de notre pays comptent un bloc scientifique et technologique au moins. Le coût estimatif de la construction de ces 20 blocs scientifiques et technologiques est de 4 milliards 500 millions de francs CFA, sans compter les équipements d'une valeur de 3 milliards 600 millions de francs CFA. Le coût de réhabilitation des 8 blocs scientifiques et technologiques existants est de 1 milliard 200 millions de francs CFA. La construction de cette infrastructure s'inscrit dans un vaste programme de promotion des disciplines scientifiques et technologiques, une ambition du président de la République pour la formation d'un citoyen capable de faire face aux grands défis du développement. L'inspection de l'éducation et de la formation de Bunkiling a organisé la deuxième édition de la journée de l'excellence destinée aux meilleures filles du département. Une dizaine de filles ont été primées grâce à leurs excellents résultats scolaires. Le but de cette initiative du bureau genre de l'IEF de Bunkiling est de promouvoir l'éducation des filles. Salou Sek. L'excellence est encore célébrée à Bunkiling par l'inspection de l'éducation et de la formation de la localité. Au total, elles sont plus d'une dizaine de filles à être primées grâce à leurs excellents résultats scolaires. Il est heureux que des initiatives comme celle-ci soient prises pour placer l'excellence au cœur des préoccupations des acteurs du système éducatif. Nous pensons en effet qu'il est fondamental de cultiver et de consolider chez nos élèves les valeurs du mérite, de l'effort et de la culture du travail bien fait. Oui, je suis tellement contente et de dire aux autres élèves de travailler et de continuer sur cette lancée. À travers cette initiative, l'IEF de Bunkiling compte accompagner le gouvernement dans son programme de renforcement de la politique d'équité et d'égalité de genre dans le système éducatif. Le gouvernement du Sénégal a opté pour le renforcement de la politique d'équité et d'égalité de genre dans le système éducatif. Les priorités suivantes en matière de genre sont retenues.
renforcer la mobilisation et la participation des femmes, renforcer l'accès, le maintien et la réussite des filles, lutter contre les violences basées sur le genre et le sexe dans les écoles. Cette rencontre d'une importance capitale a été parrainée par Jean-Pierre Senghor, un fervent défenseur de l'éducation des filles. Parce que mon vœu, c'est de voir la région de Sédhiou être inscrite comme une région où on a les meilleurs scientifiques du Sénégal. Donc je fais tout pour que l'éducation des filles dans les matières scientifiques soit vraiment un pilier du développement de la région de Sédhiou. Au cours de cette rencontre, les intervenants ont magnifié le travail des enseignants qui ont toujours œuvré pour la réussite de ces élèves. Dans la série sur le riz local, sachez que la production rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal est une affaire exclusive des Sénégalais. Ils s'organisent la plupart du temps en groupement d'intérêt économique. La mécanisation de leurs outils de travail a radicalement changé leur approche de l'agriculture au niveau rural. Lamine Touré est allé à la rencontre de quelques producteurs qui ne quittent presque jamais leur lieu de travail. Voici son reportage. Des femmes et des hommes, leur passion, l'agriculture. Au fil du temps, cette communauté paysanne s'est transformée en producteur moderne. Khady Diallo en fait partie. Son capital d'investissement est évalué à coût de millions. J'ai un tracteur et une motopompe. Le tracteur me revient à 16 millions au lieu de 30 millions. Et le second équipement m'a été offert. Je remercie vraiment l'État. Dans la vallée du fleuve Sénégal, le paysan solitaire n'est plus d'actualité. Ici, ce sont de vraies organisations qui s'activent sur la filière riz. Il y a des productrices qui exploitent 110 à 200 hectares. À Tchagat, il y a plusieurs organisations qui s'activent dans l'agriculture. Des champs au conditionnement, la chaîne de valeur riz est tenue en partie par ces producteurs. Dans leurs outils d'activité, une innovation exceptionnelle, l'évaluation de fin de campagne. Une organisation privée. Notre organisation effectue après chaque campagne une réunion d'évaluation avec la SAED et la CNCAS. Il s'agit d'étudier les contraintes et opportunités liées à notre métier. Une stratégie de vie dans un secteur où la production reste encore capricieuse. Mais il faut noter que la tendance actuelle est à l'incorporation de nouvelles variétés à rendement élevé. Nous avons de bons rendements qui tournent autour de 6, 7 voire 8 tonnes à l'hectare pour seulement ce qui concerne la contre-saison passée. Ça a été vraiment une bonne campagne. On a pu payer nos dettes à la CNCAS, un partenaire qui nous accompagne dans l'octroi de financement. L'économie du riz dans la vallée du fleuve Sénégal est entre les mains des producteurs pour la plupart de la zone. La mise en place de vastes organisations autour de la filière facilite le mouvement en marche vers l'autosuffisance en riz du Sénégal prévu pour 2017. Toujours dans la vallée, depuis 2012, les fonds alloués au financement de la filière riz ont considérablement augmenté. Plusieurs institutions financières s'activent dans le secteur au grand bonheur des producteurs. Cependant, ces derniers sont confrontés à des difficultés relatives au remboursement de ces fonds. Donc, Pape Bounatiao. Pour les précédentes campagnes de la saison 2015-2016, pas moins de 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement de la production et de la commercialisation du riz de la vallée. Ce qui indique que dans la zone, les demandes de crédit sont élevées, mais elles sont correctement couvertes par les structures bancaires. Ces financements sont passés en 2012 sur les deux campagnes, bien sûr, de 3 milliards 2 à peu près à 9 milliards 6, disons-le, sur 2015-2016. Donc ça veut dire que de réels progrès ont été faits dans le financement de la production agricole et sur ça je parle
particulièrement de la production de riz. Nous avons eu à faire beaucoup de financement dans le secteur agricole, notamment dans les équipements, dans la transformation, donc dans tout ce qui est l'acquisition de rizeries, donc dans tout ce qui est équipement, acquisition d'équipements de maraîchage, équipements de travaux d'aménagement. Donc nous en avons fait. Donc en tout et pour tout, disons que nous avons presque investi 9 milliards. Pour accéder au crédit, les producteurs doivent remplir un certain nombre de critères et disposer du visa technique de la SAED. Son visa technique voulait dire que donc, le producteur qui demandait le crédit existait avec un aménagement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il faut au moins être un producteur agricole, mais il faut disposer aussi d'une superficie cultivable, mais aussi il faut disposer d'une source d'irrigation, parce qu'ici on est en agriculture irriguée. Maintenant, tout ça permet déjà de créer les bases d'une possibilité d'accompagnement. Et à partir de ce moment-là, on peut passer aux critères d'éligibilité et de solvabilité. Entre la campagne hivernale et la contre-saison, le temps est relativement court pour permettre aux producteurs de respecter les délais de remboursement. Le président a épongé 13 milliards en 2014 pour permettre aux producteurs, tout le monde, d'aller encore à la banque pour renouer avec la banque. Ça a été fait. Il y a des groupements GIE, on ne peut pas les donner des crédits sans pour autant qu'ils nous remboursent leur crédit de l'année dernière. Il y a qui sont remboursés, il y en a qui ne sont pas. Oui. Le problème, c'est un problème entier. Si on se réfère à la campagne de contre-saison chaude de 2016, nous avions mis un financement à hauteur de 6 milliards 4 ou 6 milliards 5. Sur ces 6 milliards 5, aujourd'hui en recouvrement, c'est un crédit qui est échu depuis le mois d'août, depuis le 25 août passé. Donc 6 mois après, on est à 77% de taux de remboursement. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à récupérer. Pour mettre fin à cette situation, une idée est agitée partout dans la vallée, l'annualisation des crédits. Aujourd'hui, ce que nous demandons, ce que les producteurs demandent, c'est l'annualisation du crédit. Que le producteur, donc dès le départ de la campagne, soit financé sur l'année, pour les deux campagnes, pour qu'il ne puisse pas avoir ces tracasseries par rapport donc au délai de remboursement. Mais cela suppose aussi, pour que l'annualisation puisse au moins s'opérer convenablement, il va falloir parallèlement qu'on généralise la contractualisation de la production. Financer sur 9 mois, je crois qu'il est même difficile d'imaginer, de donner la possibilité encore à ce même producteur-là de boucler sa campagne, de récupérer les recettes de son activité et de redemander encore un autre financement alors que les recettes de cette activité-là sont encore par devers lui. Je crois qu'aujourd'hui, autant on est en train de réfléchir sur des mécanismes nous permettant de mettre au moins une ligne de financement sur les deux campagnes, mais même dans une situation pareille, on serait obligé aussi de demander un remboursement du cycle qui termine. La mise en place d'une compagnie nationale d'assurance agricole a permis d'appuyer les structures financières. Il s'agit pour l'État d'huiler le dispositif financier et de vaincre les réticences. C'est un produit qui est nouveau, qui a besoin de promotion, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin aussi de grandir. Et je pense que c'est un travail qui est déjà bien entamé. Plusieurs séances de travail sont tenues entre la banque, la SAED, la compagnie d'assurance et les organisations de producteurs pour soit réviser les niveaux de couverture ou bien discuter de la question de la prime, etc. Donc en cas de sinistre aussi, souvent l'assurance peut se retrouver dans des situations où elle encaisse une prime de 10 millions pour payer peut-être une trentaine de millions de sinistres. Tous les acteurs, notamment les producteurs, les agents techniques et les financiers, se disent disposés à pousser la réflexion afin de mettre en place des mécanismes profitables à tous, car à tous les niveaux de la chaîne de valeur de la filière risicole, le financement est incontournable. La rubrique santé se met aussi à l'heure du riz local au Sénégal. Le riz est l'aliment de base. Cet aliment a des valeurs nutritives importantes pour l'organisme. Il faut juste savoir le consommer avec modération pour les diabétiques et bien préparé. Ramasadem. Le riz importé ou riz local, le riz reste le même en termes d'apport nutritif pour l'organisme.
En termes de valeur nutritive, le riz amène des glucides. Ce sont des céréales. Quand ça rentre dans l'organisme et que c'est métabolisé, ça donne du sucre. Il faut également savoir qu'on a beau aimer le riz, il n'existe pas de riz pour diabétiques. Il faut juste modérer sa consommation. La seule différence qu'il pourrait y avoir, ce serait un tout petit peu dans la façon de le cuisiner. Ce sont les goûts et les préférences personnelles. Au plan scientifique, c'est le même index glycémique. Mais aussi et surtout, j'en profite pour le dire, il n'y a pas de riz pour diabétiques ou de riz pour obèses ou non. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en prenant le riz local et qui sont diabétiques, ils peuvent en manger une grande quantité. Non, ça c'est une grosse erreur, malheureusement, et que l'on retrouve souvent. Même si on prend le riz local, qui est très bien par ailleurs par rapport au riz importé, sinon, qui est très bien, il ne faut pas non plus lui donner des vertus qu'il n'a pas. Il faut de toute façon limiter, faire la restriction chez le sujet qui est diabétique. Tout est également dans la préparation, car le riz en tant que tel a des apports nutritifs pour l'organisme. Il y a des lipides, des glucides, du sodium, du fer et d'autres vitamines indispensables pour notre corps. Chez l'individu sain, de façon générale, le riz en tant que tel, il est très bien, mais c'est sa cuisson qui pose problème. Si on fait du thieboudiène et qu'on ajoute beaucoup d'huile à cela, ça pose problème. Le gras va altérer, si vous voulez, les apports qu'on a avec ce riz-là. Il est préférable de manger comme les villageois ou comme les gens de Casamance, c'est le nyankatang. Le fameux nyankatang, il n'y a que de l'eau dedans, un peu de sel. Après, on fait sa sauce tomate ou sauce oignon à part, avec peu d'huile, plus les protéines que l'on amène et plus des légumes si on veut. Ça, au plan nutritionnel, c'est beaucoup mieux. Mais la façon dont c'est cuisiné, c'est ça qui pose en fait problème. Mais le riz en tant que tel, c'est un aliment de base, comme peut l'être le mil, comme peut être le fognon, qui sont tous très bien, mais encore une fois, c'est dans le mode de cuisson. Le riz, en tant que tel, n'est pas mauvais pour la santé. Il faut savoir le consommer avec des quantités raisonnables et surtout le manger avec des légumes, de la viande ou du poisson et avec très peu d'huile. Et éviter de penser qu'il y a des riz pour diabétiques. Tout est dans la préparation et la consommation. Et Ramatadem nous conseille de consommer du riz local, mais de ne pas oublier de mener une activité sportive au quotidien. Une marche de 30 minutes au quotidien est par exemple fortement recommandée. L'agence de sécurité de proximité a fini de démontrer son ancrage dans le dispositif sécuritaire national, selon Dr Pape Khalignan, invité de l'émission Le Point, le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité qui tire le bilan de la première génération d'ASP au terme de leur contrat, l'occasion pour lui de décliner également les grands axes de la politique d'insertion professionnelle mise en place par l'État. Nous l'écoutons. Grâce à l'apport du ministère de la formation professionnelle, que je remercie en passant, donc on a mis en place un concept qui s'appelle un ASP, un métier. Ouais. Donc il y a aujourd'hui 71 filières et 17 métiers qui sont accessibles. On a tous enrôlé dans ce projet un ASP, un métier qui permet d'assurer l'employabilité du jeune à la sortie. Ouais, vous conviendrez que expire. C'est là qu'ils ne seront pas. Est-ce qu'il y a possibilité de retenir des gens? Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont retenus au niveau de l'agence ou bien vous êtes reconduits carrément comme ASPV? Oui, bien sûr. Il y a des ASP qui avaient des masters. Aujourd'hui, c'est eux qui assurent au niveau des unités départementales. C'est eux qui assurent la mutuelle de santé. Et puis les délégués de mutuelle dans les, comment dirais-je, au niveau des différents départements. De la même manière, on a lancé la formation en garde rapprochée. Ouais. Vous le savez, aujourd'hui, je suis heureux de vous apprendre, même il y a un ASP qui est recruté en Angleterre comme garde rapproché, avec un salaire de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, cette garde rapprochée-là rentre dans le cadre du projet un ASP, un métier, et on en demande un peu partout. Ouais. On est en train de les sortir. L'agriculture et d'autres, parce que, vous savez, l'ASP, c'est un creuset d'apprentissage au métier. Donc, tous les métiers convergent autour de l'ASP grâce au 3FPT, à l'ONFP. Ouais. Donc, qui offre la plateforme de formation à l'ensemble des ASP du Sénégal. Là où ils se trouvent, ils sont dans les centres de formation professionnelle, ils sont même dans les DAC, dans le domaine agricole, Sédhiou, CFA de Sédhiou, on a des ASP qui ont récolté cette année. Et je pense que tout cela montre que aujourd'hui l'ASP, c'est une passerelle.
qui permet aujourd'hui d'accompagner les jeunes, de leur donner une formation professionnelle, après à la sortie, vraiment de les mettre dans de bonnes conditions pour accéder à un emploi durable. Docteur Pape Khalignan, directeur général de l'Agence de sécurité de proximité, invité de l'émission Le Point. L'entretien avec Ousmane Ngare Faye est à suivre après ce journal. Éradiquer la peste bovine au Sénégal par une communication efficace et efficiente, la FAO a réuni ce matin les acteurs de la santé animale pour discuter de la stratégie de communication pour la lutte contre la résurgence de la maladie. Le ministre de l'Élevage qui a présidé la rencontre s'est appesanti sur l'objectif qui est de maintenir le monde libre de la peste bovine. Luis Bilza. La discussion se propose d'actualiser les informations sur les risques des laboratoires qui conservent le virus. Les entomologistes et parasitologistes ont centré leur communication sur le comment procéder à cette séquestration et destruction du virus de la peste bovine. Pour la FAO, il est plus que nécessaire de renforcer le système de surveillance afin de permettre la détection précoce de la maladie. Le volet communication pour le développement qui s'inscrit dans cette approche constitue une discipline essentielle du développement durable. Celle-ci engage directement les personnes, les communautés dans le processus décisionnel qui affecte leur vie et leur développement futur. Dans la phase post-éradication, la peste bovine n'existe plus que dans les laboratoires. Le risque de réintroduction du virus dans l'environnement naturel peut être facilement réduit. Il suffit de limiter de façon significative le nombre de laboratoires qui, dans le monde, détiennent encore du matériel contenant le virus de la peste bovine. La causerie est une aubaine pour les éleveurs, l'objet étant d'amener à changer d'approche ou de comportement vis-à-vis de leur bétail. Le troupeau du Sénégal constitue non seulement le budget, mais l'épargne de l'éleveur. C'est avec le troupeau que l'éleveur évalue ses biens au niveau des concessions. Donc, si aujourd'hui la FAO organise cet atelier, nous sommes très engagés. Le projet d'appui à la coopération pour les activités postérieures à l'éradication de la peste bovine dans le monde est, selon le ministre de l'Élevage, un son de cloche pour la surveillance sanitaire et le renforcement des capacités connexes dans le domaine de la santé animale. À présent, le nouveau défi est de maintenir le monde indemne de peste bovine et dans cette optique, la gestion post-éradication nécessite la mise en œuvre des mesures suivantes: la surveillance de la maladie, la mise en place de la banque régionale de vaccins et la mise en place d'un plan d'intervention d'urgence et la communication. La peste bovine est une des maladies animales les plus redoutées et qui dans le passé a fait des ravages et décimé les troupeaux de bétail et la faune sauvage en Afrique. L'éradication de cette maladie a été déclarée en juin 2011. Aujourd'hui, la stratégie adoptée par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale vise à maintenir ce statut grâce à des activités de planification d'urgence. La mutuelle de santé de la Patte d'Oie vient d'enrôler quelques 400 femmes grâce au Fonds national de crédit pour les femmes. Cet effectif vient s'ajouter à 140 autres bénéficiaires déjà inscrites à la mutuelle. La garantie de la santé des femmes apparaît comme la plus grande sécurité au crédit. D'ailleurs, l'idée d'une adhésion à la CMU pour prétendre à un éventuel crédit a traversé les esprits au Martial. Elles étaient nombreuses à répondre à l'appel de la directrice du Fonds national de crédit pour les femmes. Pourtant, il n'était pas question de prendre un quelconque crédit ou alors ce serait un crédit pour la santé, un enrôlement dans la CMU. 400 cartes d'adhésion avec une cotisation annuelle de 3 500 francs CFA par personne en complément de l'inscription initiale de 100 adhérents il y a plus d'1 an déjà. Le centre de santé Nabil Chouker joue un rôle central dans la santé des populations des quartiers de la Patte d'Oie, de Grand Yoff, Grand Médine, Parcelles Assainies et même d'autres zones plus éloignées. Les autorités sanitaires et les élus locaux, comme les parlementaires présents, ont salué l'initiative du président de la République que Mme Sow traduit en actes. La maladie est l'ennemi de l'entrepreneuriat. La maladie constitue une entrave à l'activité économique. Celles qui bénéficient d'un crédit ont naturellement besoin d'avoir toutes leurs forces pour mener les activités qui leur permettent
d'engranger des ressources et de rembourser. Sécuriser la femme au plan sanitaire, la soustraire des risques maladies en la plaçant sous le parapluie de la CMU, c'est garantir d'une certaine façon le crédit. Il faut, à notre humble avis, étudier les voies et moyens d'une articulation, c'est-à-dire d'un mécanisme de couplage entre les activités des mutuelles de crédit et celles intervenant dans la CMU. Pourquoi alors ne pas conditionner l'accès au crédit à une adhésion à la CMU? Ce serait doublement avantageux. Pour protéger le crédit, que l'adhésion à un dispositif de couverture du risque maladie soit un préalable au bénéfice du crédit. Non pas pour compliquer la vie aux femmes, mais pour faire en sorte que la femme malade puisse se soigner rapidement et retrouver son activité qui lui permette de rembourser dans la dignité. Il s'agit là d'une voie non imposée mais à explorer après avoir aidé au relèvement du plateau technique de Nabil Choucair. Le Fonds national de crédit pour les femmes vient d'aider à l'enrôlement de centaines d'entre elles. C'est que la directrice se dit convaincue que la promotion de l'entrepreneuriat féminin passe par la prise en compte de la santé des femmes. À Wakhinane Nimzatt, les femmes se sont mobilisées pour célébrer à leur manière la journée internationale de la femme. L'invité d'honneur était le ministre de la Femme, Maria Massar, qui a offert 4 moulins en guise de cadeaux et de soutien aux initiatives locales, un geste apprécié par le maire de la localité, Abasso. Un rendez-vous exceptionnel, mobilisation des grands jours à Wakhinane Nimzatt pour célébrer la journée dédiée à la femme. Le maire a communié avec toutes les actrices de développement de la localité. Le mémorandum présenté laisse apparaître quelques difficultés. Nous nous sommes toutes mobilisées derrière le maire pour adresser nos chaleureux remerciements à Madame le ministre Maria Massar. Il faut le signaler, nos difficultés se résument en une phrase. Avoir à notre disposition du matériel de production et de transformation. Elles ont implanté des projets. Elles sont actives dans la transformation de céréales, elles sont actives dans les classes d'alphabétisation, elles sont actives dans les tanneries. L'État est en train de faire des efforts pour soutenir justement ces braves dames. Pour soulager ces femmes, le ministre Maria Massar n'est pas venu les mains vides répondre à l'appel. 4 moulins ont été offerts et les services de son département mobilisés pour accompagner ces actrices à la base. Je me dois le déplacement de venir auprès des femmes de Wakhinane Nimzatt célébrer la journée internationale de la femme. Monsieur le maire, toutes mes félicitations, tous mes encouragements. Je réitère encore ma disponibilité, celle de toute l'équipe du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour vous accompagner dans ce travail important pour ces populations de Wakhinane Nimzatt dont vous êtes le maire. Lii dafay wane ne ci ndigalu président de la République son excellence monsieur Macky Sall na Racine Talla nekk bonne fête à toutes les femmes du département de Guédiawaye. Ces projets annoncés visent plus d'autonomisation à travers la mise en place de plusieurs projets économiques et sociaux. Wakhinane Nimzatt veut jouer sa partition pour qu'à l'horizon 2030, le concept 50-50 soit une réalité. L'association Sopnabi de la commune de Zac Mbao a rendu hommage à la présidente du Conseil économique et social. C'était à l'occasion du 8 mars. Ces femmes l'ont choisie comme marraine pour son parcours et son engagement. Cheikh Bamba Gueye. Forte mobilisation de l'association Sopnabi de la commune de Zac Mbao pour accueillir leur marraine. Ces femmes, toutes de blanc vêtues, ont célébré la journée internationale de la femme à leur façon. Elles ont choisi Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, comme marraine pour rendre hommage à la femme sénégalaise. La présidente de l'association Sopnabi est revenue sur le choix marqué par ses qualités et ses valeurs, des critères qui ont été bien posés, raison suffisante pour choisir Mme Aminata Tall comme marraine de cette édition. Je suis très heureuse de ce choix fait sur moi pour être marraine de cette édition du 8 mars que vous célébrez. Vous êtes des femmes de valeur, des femmes de qualité. Au Sénégal, nous avons des femmes modèles sur qui on peut s'inspirer. Donc, je vous remercie de ce choix, car les critères ont été vraiment rigoureux. C'est un honneur fait à toutes les femmes.
Pour terminer, devant l'assistance composée entre autres d'imams, de délégués de quartier, d'autorités municipales et plusieurs autres invités et membres de l'association Sopnabi, Mme Aminata Tall a lancé un appel pour un Sénégal de paix et de stabilité et a redoublé d'efforts dans la culture de l'éthique et du civisme. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons au Cameroun et en Syrie, mais démarrons par la Gambie. La campagne pour les législatives a débuté ce mercredi. C'est le premier scrutin législatif après le départ de Yaya Jammeh. C'est un récit de Seydina Lunfal. 239, c'est le nombre de candidatures acceptées par la commission électorale gambienne pour le scrutin législatif du 6 avril, le premier de l'ère post-Jammeh. L'Assemblée nationale gambienne compte 53 députés, 48 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. La campagne pour les législatives a démarré ce mercredi. Elle se poursuivra jusqu'au 4 avril. Une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane a permis de libérer plus de 5000 personnes prises en otage par Boko Haram. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement camerounais. Une soixantaine de terroristes auraient été tués. Côté militaire, on ne déplore aucune perte. Les otages libérés, en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge, ont été conduits en territoire nigérian. Damas, la capitale syrienne, a vécu l'horreur ce mercredi. Un double attentat a fait au moins 25 morts et de nombreux blessés. Ces décès viennent alourdir le bilan de 6 années de guerre qui ont fait plus de 320 000 morts et plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés. Le conflit syrien est considéré comme le plus meurtrier depuis le début du XXIe siècle. Je vous l'annonce en début de journal, l'invité du 20h, c'est Sébastien Boitary, c'est l'organisateur du marathon de Dakar. Bonsoir. Bonsoir M. Traoré. Alors avec vous, nous allons bien sûr parler du marathon qui aura lieu les 15 et 16 avril 2017. Nous sommes exactement à 30 jours de l'événement. Alors pourquoi ce marathon de Dakar? Quels sont les objectifs visés à travers une telle compétition? Très bien, je vous remercie M. Traoré de m'inviter. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui à J-30. Nous avons démarré une campagne d'inscription il y a de cela quelques mois. Et donc si vous voulez, je vais un petit peu expliquer le week-end sportif et familial que nous avons mis en place. Le 15 avril, donc, il y aura 3 courses. Une première course à 9 h réservée aux femmes à partir de l'âge de 14 ans, qu'on appelle la Dakaroise. Je précise que les frais d'inscription sur cette course, qui sont de l'ordre de 1500 francs, eh bien, sont reversés en totalité à la recherche contre les cancers féminins à travers un partenariat que nous avons mis en place avec la LISCA et suivi de 2 courses juniors, un 3 km et un 2 km. Voilà, le but de samedi, c'est d'une part courir pour une cause. On va avoir 4000 femmes qui vont déambuler sur le boulevard de Gaulle et ensuite des enfants parce que nous sommes sur du festif. Le dimanche 16 avril, nous avons donc 3 courses, le 10 km, le semi-marathon et l'épreuve reine, le 42-195, le marathon de Dakar. D'accord, alors nous sommes à 30 jours de l'événement, je le disais, donc vous en êtes où avec les préparatifs? Est-ce que tout Écoutez, aujourd'hui les préparatifs vont bon train, les inscriptions fonctionnent à plein tube. D'ailleurs j'en profite de ma présence ce soir pour dire qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour s'inscrire, sinon il risque d'y avoir des déçus. En ce qui concerne notre tracé, puisque c'est quand même très important de savoir un petit peu, si vous voulez, où va se dérouler cette course, nous avons mis en place un tracé qui va permettre de mettre en valeur la ville de Dakar. Donc nous allons forcément partir, comme je le disais, du boulevard de Gaulle pour ensuite prendre la direction de la Corniche. Nous allons aller vers des monuments dits clés qui pourront mettre en valeur cette magnifique ville. On passe par la porte du millénaire, la place du souvenir, le monument de la Renaissance, jusqu'aux Almadies, tout en passant aussi ensuite au retour par le centre-ville et pour finir aussi par des endroits un peu plus populaires. On passe par Ouakam, on passe par la Médina, Blaise Diagne, Cheikh Anta Diop, voilà. Donc il y a un mélange, je dirais, de populaire mais aussi de très belles images que nous allons pouvoir filmer lors de ce week-end sportif. Alors justement, vous avez parlé d'une magnifique ville, en parlant de Dakar, vous parlez de ces belles images.
quelque part, vous voulez quand même mettre l'accent sur l'aspect tourisme, on va dire, parce que vous voulez quelque part vendre la destination Sénégal. Alors, en fait, si vous voulez, grâce à une manifestation dite nationale, puisque 90% qui vont participer à cette manifestation, ce sont eh bien, les Dakaroises et les Dakarois, ou les Sénégalais, de façon plus large, nous allons pouvoir aussi toucher eh bien, l'international. Pourquoi? Parce que nous arrivons avec un plateau élite, nous faisons venir des professionnels, nous mettons en place, si vous voulez, un cahier des charges strict qui respecte celui de l'I2AF et dont l'objectif pour ce marathon de Dakar, eh bien, ici, d'ici 2 éditions, devenir un marathon labellisé par l'I2AF, ce qui nous permettra de rentrer dans le calendrier international. Donc effectivement, à travers des images que nous allons produire lors de ce week-end, nous allons pouvoir toucher, eh bien, je dirais, la planète running, et puis voilà, c'est un côté positif, montrer les atouts de cette magnifique ville à travers évidemment la Corniche et d'autres endroits comme je l'ai cité. D'accord. Et parmi les athlètes qui sont attendus, est-ce qu'on peut avoir une idée des grands noms qui seront à Dakar? Alors aujourd'hui, on est en train de finaliser notre plateau élite. Nous organisons un certain nombre de manifestations sportives sur le continent. On va avoir 20 athlètes qui vont venir compétir lors de ce week-end avec un objectif qui est de faire entre 2,12 et 2,14, donc un vrai temps. Sur le plan sportif, c'est très important pour qu'on parle de nous à l'international. Il faut vraiment un plateau sportif relevé. Je ne pourrais pas vous donner de nom ce soir, mais il y aura de très bons noms qui vont venir sur cette course, du moins au départ de cette course. Nous l'espérons, Sébastien Bossari, en tout cas, bonne continuation. Je vous remercie. Vous êtes l'organisateur du marathon de Dakar qui aura lieu les 15 et 16 avril 2017 et que vous étiez là pour nous parler du contenu de ce programme. Merci à vous. Merci à vous. Le groupe de la Banque africaine de développement met à la disposition du Sénégal et de la Mauritanie un financement de 26 milliards 700 millions pour le projet de construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. L'accord de financement qui couvre les 46% du coût global de l'ouvrage a été signé ce soir même au ministère des Finances. Écoutons à ce propos Amadouba, c'est le ministre de l'économie et des Finances au micro de Mamadou Samambo. En effet, ce projet d'infrastructure régionale d'un coût total de 57 milliards 482 millions constitue une réponse favorable à une vieille doléance des populations sœurs du Sénégal et de la Mauritanie, en particulier celles riveraines du fleuve Sénégal. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a-t-il fait de la réalisation du pont de Rosso une priorité afin de faciliter et d'accroître sensiblement les échanges entre nos partenaires en Afrique de l'Ouest et du Nord, dans une perspective de promouvoir l'émergence de notre pays. Cette infrastructure moderne, répondant aux normes et standards internationaux, va grandement améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie, avec un effet direct sur le relèvement du niveau des échanges économiques entre nos deux pays. En outre, le pont de Rosso constitue un chaînon essentiel sur le corridor transafricain, Lagos, Dakar, Nouakchott, Tanger, Le Caire. C'est donc un choix politique fort des deux États qui vise à renforcer l'intégration et la coopération en Afrique. Voilà, Mamadou Samambo reviendra sur cette cérémonie de signature de convention entre le ministère des Finances et la Banque africaine de développement pour la construction du pont de Rosso. Pour terminer, le sport et le football, l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football s'est ouverte ce mercredi à Addis Abeba en Éthiopie. Mais tous les yeux sont rivés sur l'élection du président de l'institution. C'est demain jeudi. Le Camerounais Issa Hayatou fera face au Malgache Ahmad Ibrahimambo. L'Afrique du football retient son souffle. Le face-à-face Issa Hayatou Ahmad dans la capitale de l'Union africaine suscite intérêt et passion. Le président sortant s'accroche à son fauteuil et brigue un 8e mandat. Plus que jamais, Issa Hayatou pense être toujours utile à la CAF malgré son âge assez avancé et sa longévité au poste. Moi j'ai 70 ans. Blatter a été élu avant qu'on ne le suspende là. Il avait 79 ans. Avalanche a quitté la FIFA à 84 ans. Je ne vois pas pourquoi les Africains
sont excités de me voir partir. Si j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à être président de la CAF en 1941. Quand j'avais 41 ans, pardon. 41 ans. Les Africains aiment toujours détruire leurs frères. Et je n'ai pas manifesté la volonté de rester éternellement au pouvoir, moi. C'est les fédérations africaines qui me poussent à rester, en me demandant de me représenter, et pas fortuitement parce que sur le terrain,